Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. Jérusalem restera la capitale indivisible d'Israël. Déclaration ce mardi de Donald Trump. Le président américain a présenté son plan pour résoudre le conflit israélo-palestinien. La lutte pour la survie se poursuit à Madagascar où des inondations ont tué des dizaines de personnes et mis des milliers d'autres dans les rues. Plus de 30 enfants de rue de 11 à 17 ans victimes d'abus dans un centre de rétention à Kigali au Rwanda. C'est ce que dénonce Human Rights Watch dans un rapport. Bonsoir. La justice malienne a ordonné ce mardi la mise en liberté provisoire du général Amadou Sanogo, l'un des leaders du coup d'État qui avait chassé le président Amadou Toumani Touré du pouvoir le 22 mars 2012. L'ex-leader putschiste en détention depuis fin 2013, après avoir cédé le pouvoir, est jugé avec ses co-accusés pour leur implication présumée dans la mort des 21 membres d'une unité d'élite, les Bérets Rouges, qui avaient vainement tenté un contre-putsch un mois après le coup d'État avant d'être pourchassés par les putschistes. Au Burkina Faso, une attaque djihadiste dont on continue de parler de grande ampleur contre le village de Silgadji, province du Zoum dans le nord du pays, a fait de nombreux morts selon une source militaire. Le bilan, qui serait de 10 à 30 morts, est difficile à établir car ce sont des chiffres avancés par des personnes ayant fui la localité. Des habitants de Silgadi ont fui leur commune et sont arrivés dimanche à Bourzanga, également dans le nord. D'après les survivants, les attaques ont eu lieu depuis samedi dernier. Les djihadistes ont encerclé les populations au marché du village avant de les séparer en deux groupes. Les hommes ont été exécutés et les femmes sommées de quitter le village. C'est la crise humanitaire qui grossit le plus vite au monde, celle de Barsalogo, petite ville du nord du Burkina Faso, qui accueille 10 000 déplacés et réfugiés fuyant les violences djihadistes et intercommunautaires. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est confronté à des attaques djihadistes qui ont fait plus de 750 morts depuis 2015. Et selon l'ONU, les attaques djihadistes au Mali, au Niger et au Burkina Faso ont fait 4 000 morts en 2019. Je vous propose de suivre Jan Egeland. Il est secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés. Très peu de gens savent qu'il s'agit de l'urgence humanitaire dont la croissance est la plus rapide au monde. En janvier dernier, il y avait 60 000 personnes déplacées au Burkina Faso. Maintenant, il doit y en avoir plus de 600 000. Près d'ici, il y a eu 2 attaques la semaine dernière. Ses habitants sont effrayés. Le bilan de l'épidémie de coronavirus en Chine s'est aggravé à 106 morts et près de 1300 nouveaux cas confirmés selon les autorités, qui indiquent que le virus a fait 24 nouveaux décès et contaminé 1291 nouvelles personnes, faisant passer le nombre de malades confirmés à plus de 4000 dans toute la Chine. La quasi-totalité des morts sont intervenues dans la région de Hubei, le berceau de la contagion, mais les autorités ont confirmé des décès ailleurs, dont un premier dans la capitale, Pékin. Des eaux boueuses ont submergé des parties de la ville de Morowa dans le nord-ouest de Madagascar, inondant les maisons et tuant des dizaines de personnes. Après une semaine de pluie torrentielle, des milliers de personnes ont dû quitter leur maison et luttent pour survivre. Les détails avec Arzuma Compaoré. Les pluies torrentielles ont emporté des bâtiments et coupé les liaisons routières de la ville de Maroway. Des pertes en vies humaines ont été signalées. Quelqu'un a sauvé sa femme en l'atténant hors de l'eau. Il est mort et la femme a été sauvée. 2 personnes mariées sont mortes ensemble en s'embrassant. Elles n'ont pas été sauvées à temps. Toutes les rizières de Maroway se sont transformées en marécages.
Nous n'avons pas d'autre choix que de rester ici. Seules les femmes et les enfants vont au refuge. La nuit, nous dormons ici. Il y a des voleurs. Ils viennent en canot. Ils prennent tout ce qu'ils voient qui peut être vendu. Au moins 32 personnes se sont noyées au cours de la semaine de pluie torrentielle et 15 000 autres ont été déplacées par les inondations, ont annoncé lundi les autorités locales dans leur dernier décompte. Malgré les efforts déployés, les 20 000 habitants de Marowe restent coupés du reste de l'île, surtout des pêcheurs et des riziculteurs. Ils flottent en canot et nagent dans leurs maisons pour tenter de sauver certains de leurs biens et trouver de la nourriture. J'ai besoin de nourriture pour mes enfants et pour moi. Mes enfants n'ont pas de vêtements. Nous n'avons rien à porter. J'ai pu emprunter des habits que je porte. Le problème, c'est la nourriture. Il n'y en a pas assez parce que leurs maisons ont été endommagées. La nourriture et tout le reste est dans l'eau. Ils ont tout laissé derrière. L'essentiel, c'est de survivre. Maintenant, nous avons lancé un appel de dons à la télévision. Vendredi, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence et déployé des hélicoptères et des navires pour venir en aide aux victimes. Le président Rajoel a promis de fournir de la nourriture, des soins et des médicaments et de créer des cliniques mobiles dans la région. Human Rights Watch dénonce la détention abusive des enfants de rue dans un centre de rétention à Kigali, au Rwanda. Dans un rapport publié le 27 janvier, le groupe de défense des droits humains basé à New York a révélé que plus de 30 enfants âgés de 11 à 17 ans sont incarcérés dans un établissement appelé Gigondo Transit Center. Mais le Rwanda déclare que ces centres sont gérés en pleine conformité avec la loi. Plus de détails avec Blanche Sanou. Au Rwanda, en vertu de la législation adoptée depuis 2017, les personnes qui présentent des comportements déviants tels que la prostitution, l'usage des stupéfiants, la mendicité, le vagabondage ou le commerce ambulant informel peuvent être détenues dans des centres de transit pendant un maximum de 2 mois sans autre justification légale ni contrôle judiciaire. Human Rights Watch a constaté que les violations commencent dès que la police rafle les enfants dans les rues. Certains enfants ont rapporté avoir été frappés pendant ou peu après leur arrestation. D'autres ont affirmé qu'ils ont reçu un procès verbal officiel indiquant l'accusation portée contre eux, mais la plupart ont déclaré n'avoir jamais reçu un tel document et aucun n'a eu accès à un avocat, un tuteur ou un membre de sa famille pendant son enregistrement. À Gikondo, les enfants sont détenus dans des salles surpeuplées, parfois avec des adultes, dans des conditions bien en deçà des normes imposées par la loi rwandaise et le droit international. Les enfants ont expliqué qu'ils reçoivent des soins médicaux sporadiques, ils partagent des matelas infestés de poux avec d'autres camarades et ils souffrent de l'absence de soutien à la réadaptation. Mais le ministre de la Justice du Rwanda, Johnson Busingye, a déclaré que le centre forme des jeunes à des compétences, notamment en menuiserie et en soudure, et les réhabilite de la rue à la vie normale. Quant au comité des droits de l'enfant des Nations Unies basé à Genève, il appelle à la fermeture immédiate du centre de transit de Gikondo. Plus de 1400 migrants ont été évacués ce mardi matin d'un campement en lisière de Paris. Nouvelle étape vers le démantèlement complet de ces camps insalubres de la capitale promis par les autorités. Encadrés par un important dispositif policier, 1436 migrants, dont 93 enfants, qui avaient planté des tentes ou monté des baraquements de fortune au bord de l'autoroute urbaine qui entoure Paris, ont été amenés dans des gymnases ou des centres d'accueil. Parmi eux, Fatima, une Ivoirienne de 38 ans, et ses 3 filles. À propos de Côte d'Ivoire, justement, l'ancien Premier ministre ivoirien et candidat déclaré à la présidentielle de 2020, Guillaume Soro, a estimé ce mardi que le chef d'État français Emmanuel Macron n'avait pas donné un bon signal en effectuant une visite officielle en Côte d'Ivoire à 10 mois seulement de la présidentielle dans ce pays. Ancien chef de la rébellion ivoirienne, Guillaume Soro a aidé à porter le président Alassane Ouattara au pouvoir pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Il est justement revenu sur le deal qu'il avait alors conclu à l'époque avec Alassane Ouattara. On écoute. Monsieur Ouattara et moi, nous avons été très proches, je dois vous le dire. Et monsieur Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement était
que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. Hein, j'étais encore sous le charme, vous comprenez. Hein, mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. Jérusalem restera la capitale indivisible d'Israël, a assuré ce mardi à Washington le président américain Donald Trump en présentant son plan pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Il n'a pas détaillé quelles frontières il envisageait pour cette capitale israélienne au cours d'un discours durant lequel il a aussi évoqué une capitale de l'État palestinien à Jérusalem-Est. Les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-Est partie de la ville occupée depuis 1967 par Israël, puis annexer la capitale du futur État auquel ils aspirent. Suivons le président américain. Notre proposition fournit des solutions techniques précises pour rendre les Israéliens et les Palestiniens et la région plus sécurisés et beaucoup plus prospères. Ma vision présente une opportunité gagnant-gagnant pour les deux. Une solution réaliste à 2 États qui résout le risque d'un État palestinien pour la sécurité d'Israël. Aujourd'hui, Israël fait un pas de géant vers la paix. Hier, le Premier ministre Netanyahou m'a informé qu'il était prêt à approuver cette division comme base de négociations directes et je dirais également que le général l'a approuvé vigoureusement. Avec les Palestiniens, c'est une percée historique. Et puis la Cour suprême des États-Unis a donné lundi son feu vert à une mesure emblématique du durcissement de la politique migratoire des États-Unis. Elle autorise l'administration de Donald Trump à refuser d'octroyer un permis de séjour, communément appelé Green Card ou carte verte, à un immigré dont elle considère qu'il pourrait représenter à l'avenir une charge pour les autorités fédérales en bénéficiant d'aides gouvernementales. Selon cette directive, les agents de l'immigration pourront prendre en compte plusieurs critères comme l'âge, le niveau d'éducation et l'aisance en anglais afin de décider si un immigré est susceptible de devenir une charge publique. Et puis, la milliardaire angolaise Isabel dos Santos veut poursuivre en justice les médias qui ont publié une enquête baptisée Luanda Leaks sur l'origine de sa fortune. Une trentaine de médias membres du consortium international des journalistes d'investigation, parmi lesquels la BBC, le New York Times ou Le Monde, ont publié le 19 janvier dernier une enquête concluant que la fille de l'ex-président angolais aurait siphonné l'économie angolaise et accumulé de manière frauduleuse une fortune estimée à 2,1 milliards de dollars. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
high, high, you just high, high, high. Nina ukani luka buseni, nachimwe okapena ni malaria. When you walk away, I wanna make you my woman. I don't wanna waste no time. I say, hola, my mama. You know I'm wanting you. I say, hola, big mama. Can I be the one for you? Tell me, where did you come from? Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie de votre journal. Le prochain forum mondial sur l'investissement touristique en Afrique se tiendra à Abidjan en Côte d'Ivoire. Une convention en vue de son organisation a été signée par les deux parties. En Afrique du Sud, l'âge du mariage pour les femmes passe de 30 à 32 ans en moyenne. Et même si beaucoup ne sont pas contre le mariage, elles ne comptent plus pour autant se contenter du moins offrant, comme vous le verrez dans ce journal. Et nous irons au Kenya, où une équipe de football est devenue une source d'espoir et un moyen d'évasion pour de nombreux jeunes qui échappent ainsi à des activités criminelles. Et c'est l'heure d'accueillir Eric Manirakiza. Nous parlons d'économie. Eric, bonsoir. Bonsoir, John. Alors, la Côte d'Ivoire et l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, ont convenu de la tenue à Abidjan du prochain forum mondial sur l'investissement touristique sur l'Afrique. Tout à fait, John. La signature officielle de la convention est intervenue en marge de la Foire internationale du tourisme tenue à Madrid, en Espagne, du 22 au 26 janvier 2020. Et ce forum réunira toutes les composantes de l'écosystème de l'industrie touristique, à savoir les bailleurs multilatéraux, des fonds d'investissement et souverains, les organismes publics et privés d'engineering, les constructeurs immobiliers, les groupes hôteliers, les professionnels du voyage et compagnies aériennes, ainsi que les tours opérateurs. La Côte d'Ivoire a mis en place son plan de développement touristique dénommé Sublime Côte d'Ivoire. Abidjan est parvenu à obtenir 5 milliards de dollars de promesses d'investissement touristique lors d'une table ronde des bailleurs organisée les 20 et 21 octobre dernier à Dubaï. Le potentiel n'est plus discutable, John, comme vous allez le suivre. C'est une île artificielle qui est construite avec les déchets de la lagune, principalement des bouteilles en plastique. On peut estimer à 700 000 le nombre de bidons qui constituent l'île artificielle. Non seulement ça apporte un petit plus sur le plan touristique à la ville d'Abidjan, qui, après, à côté des grands hôtels comme Sofitel, Hôtel Ivoire, il fallait trouver un truc aussi original, comme l'île flottante. Et aujourd'hui, elle est devenue l'attraction touristique de la ville d'Abidjan. Je trouve que c'est très original, c'est un lieu très atypique que j'ai jamais vu nulle part ailleurs. Enfin, j'ai pas vu d'équivalent autre part. Bon, d'abord, j'ai connu le lieu sur Internet et j'ai dit à mes amis que bon, on tente le coup pour voir comment ça sera et ça va tenté aujourd'hui. La plupart des gens qui viennent à l'ancien Médina, qui viennent à Fès, la plupart, c'est la première chose, ils voulaient découvrir les tanneries. Il y a aussi le cuivre. Et après, il y a le tissage, il y a les tapis, tu vois. Et après, il y a les madrasas, les monuments. Voilà, ce forum se tiendra du 20 au 22 février 2020. Selon le ministère ivoirien du Tourisme, plusieurs pays africains ont déjà manifesté leur intention de participer. Il s'agit notamment de l'Ouganda, du Mali, du Sénégal, de la Tanzanie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, de l'Éthiopie, de la Sierra Leone, de l'Angola, de la Gambie, du Maroc, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud et du Ghana. Et on va terminer, Eric, par le tourisme et la faune sauvage. Eh bien, le tourisme menace les pingouins africains.
Vous avez tout à fait raison, John. Les pingouins africains en voie de disparition traversent une phase de mue à la fin de décembre et au début de janvier. Ils perdent leurs vieilles plumes pour en obtenir de nouvelles. Et au cours de ce processus, les pingouins perdent également un résidu huileux qui les met en danger quand ils pénètrent dans l'océan. L'interaction forcée des touristes pendant la haute saison estivale accélère la mise en danger de ces pingouins qui fuient pour se cacher dans l'océan, disent les écologistes, comme vous allez le suivre. Les populations de pingouins en Afrique ont subi de graves déclins au cours du siècle dernier et la population est maintenant classée comme en voie de disparition, ce qui signifie qu'elle est menacée d'extinction dans un proche avenir si nous n'arrêtons pas ce déclin. Boulders est l'une des rares colonies terrestres et l'une des colonies qui montrent une population stable au cours des 5 dernières années. Les pingouins attirent les gens et les touristes, ce qui est très agréable, mais les touristes peuvent parfois être très méchants. Ils ont l'impression que c'est une espèce qu'ils peuvent toucher et prendre, mais vous ne pouvez pas les tenir parce qu'ils vous picorent. Mais cela les ennuie quand vous les chassez. Les enfants peuvent faire la même chose. Et c'est tout pour ce mardi, Eric. À mardi prochain. Place maintenant à la rubrique sportive et c'est avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à tous. Fin de la belle histoire pour Ons Jabeur. À l'Open d'Australie, la Tunisienne a été stoppée en quart de finale, battue par l'Américaine Sofia Kenin 6-4, 6-4. En huitième de finale, Ons Jabeur avait disposé de la Chinoise Qiang Wang en 2-7, 7-6, 6-1. Un succès qui lui a permis de devenir la première Tunisienne et la première joueuse arabe à atteindre les quarts de finale d'un tournoi de Grand Chelem. Qui est-elle? Nous repartons sur ses traces dans son pays, la Tunisie, avec Nani Talani. Elle s'est entraînée dans des hôtels, puis avec les garçons, avant de devenir la première joueuse du monde arabe de l'ère Open à atteindre les quarts de finale d'un Grand Chelem. Éliminée de l'Open d'Australie, Ons Jabeur, 25 ans, peut néanmoins être fière de son aventure. Celle qui se définit comme un produit 100% tunisien a commencé le tennis dès ses 3 ans à Hammam Sousse. Après un passage en club, elle rejoint le centre de promotion du tennis au sein de son école et animée par celui qui deviendra son premier entraîneur. Quand elle dit que je suis un produit 100% tunisien, je me sens concerné certainement parce que je l'ai entraîné de 4 à 13 ans, donc presque une dizaine d'années. Dès son plus jeune âge, Ons affiche clairement ses ambitions. À 12 ans, la jeune prodige rejoint les meilleurs athlètes formés au lycée sportif d'El Menza à Tunis. Pour Nabil Mlika, cette évolution est logique et normale. La principale caractéristique, c'est son côté mental qui Ons aime beaucoup les défis. Donc, elle essaye d'improviser beaucoup et elle ne se laisse pas battre. En 2011, en pleine révolution tunisienne, Jabeur, 16 ans, se fait connaître en remportant le tournoi junior de Roland-Garros. 6 ans plus tard, c'est à nouveau sur la terre battue parisienne qu'elle s'illustre, devenant la première femme d'un pays arabe à se qualifier pour le 3e tour d'un Grand Chelem. La trajectoire d'Ons Jabeur a projeté le tennis en une des médias tunisiens, un pays où le foot règne pourtant en roi. Parlons à présent du ballon rond justement au service de la société. En 2000, une équipe de football a été fondée dans un bidonville de Nairobi en proie à la criminalité. Cette équipe prendra plus tard l'appellation de Kariobangi Sharks, le nom du quartier dont ses membres sont originaires. Elle est devenue une source d'espoir, une évasion pour les jeunes talentueux et ayant un intérêt pour le football, car certains d'entre eux pourraient autrement être impliqués dans des activités criminelles. Au cours des 2 dernières décennies, l'équipe s'est hissée au sommet de la Ligue de football du Kenya, donnant de l'espoir à une nouvelle génération de joueurs. De Nairobi, voici le reportage de Raël Umbuo que j'ai repris pour vous. Voilà, des difficultés donc avec cet élément de Raël Umboa. On va s'arrêter ici pour l'espoir et on reviendra sans doute là-dessus demain. Au revoir. Quand Eric Djouma avait 11 ans, il a repéré un groupe de jeunes garçons s'entraînant sur un terrain de football près de chez lui, dans l'un des nombreux quartiers pauvres de Nairobi, Kariobangi. Pour Djouma,
Cette équipe s'est démarquée parce qu'elle semblait organisée. Il a rejoint depuis lors et ne l'a plus quittée. Eric a maintenant 25 ans et il en est le capitaine. Ce que je peux dire, ce que le football a fait de moi, c'est que je suis aujourd'hui. Parce qu'il m'a occupé et peut-être que je suis resté à l'écart d'autres choses que j'aurais pu faire comme d'autres personnes à Kariobangi qui ont fini peut-être en prison ou sont morts. Kariobangi est en proie au chômage et à la criminalité. Beaucoup d'amis d'enfance d'Eric se sont retrouvés dans des gangs. La plupart d'entre eux, dit-il, sont maintenant morts, tués par la police. Nous n'avions jamais d'argent dans le temps. On allait à Mombasa, à Kisumu. Nous n'avions même pas assez d'argent pour acheter de l'eau minérale. Alors, nous avions l'habitude de transporter de l'eau de Nairobi à Mombasa. Ce sont quelques-uns des défis auxquels nous avons été confrontés en tant qu'équipe et en tant que joueurs individuellement. Parfois, vous n'avez pas des chaussures de football. Vous devez les emprunter à un joueur qui ne jouait pas. On se demande toujours qui a fondé l'équipe de Kariobangi. Mais les habitants de la zone disent que les jeunes joueurs se sont organisés puis ont reçu des dons de sympathisants tels que l'actuel président de la Fédération kenyane de football, Nick Mwandwa, désigné comme le fondateur du club. Peu importe, les Kariobangi Sharks ont gagné une énorme base de fans au Kenya, jouant maintenant dans la première ligue kenyane. En plus, ils ont une équipe de moins de 20 ans et des équipes pour les catégories encore plus jeunes. Fondamentalement, chaque fois que la société voit un joueur de football, Kariobangi Sharks ou un membre de l'encadrement, il se sent en sécurité. Comment? Parce qu'il véhicule plus de vertus que de vices. Le rêve de Djouma est de conduire son équipe à la Coupe d'Afrique. Il espère que les jeunes de Kariobangi trouveront toujours dans ce club plus d'espoir. Et donc vous l'avez sans doute rectifié de vous-même, cet élément de Raël Umbro a tenu à passer aujourd'hui. Cette fois, c'est bien la fin. On se retrouve demain. À demain, Yacouba. Autre chose, l'Afrique du Sud a connu une augmentation de l'âge du mariage pour les femmes, 32 ans en étant l'âge médian pour un premier mariage contre 30 il y a 5 ans. Cela fait partie d'une tendance mondiale dans les pays développés où le niveau de scolarité et le revenu des femmes augmentent avec l'âge de la mariée moyenne. Anita Powell de VOA a rencontré des femmes de Johannesburg qui disent ne pas être contre l'institution du mariage, mais ne se contenteront pas du moins offrant pour autant. Un peu partout dans le monde, les femmes ont tendance à retarder leur mariage, y compris en Afrique du Sud, où l'âge médian d'une mariée est de 32 ans et augmente. Samina Anwari, une créatrice de contenu en ligne de 33 ans, prévoit de se marier en décembre et a été surprise des réactions lorsqu'elle a annoncé la nouvelle. J'ai obtenu mon diplôme et j'ai un emploi. J'ai réalisé toutes ces choses. Mais quand j'ai dit aux gens que je me mariais, cela a produit une réaction de joie que je n'avais encore jamais vue. En fait, j'ai éclaté de rire en les voyant. Pour les jeunes femmes professionnelles d'Afrique du Sud comme Luendo Hamukoma, 32 ans, le mariage n'est pas une priorité absolue. Cependant, ses parents sont mariés depuis plus de 3 décennies. Tu te maries, tu finis l'école, tu as des enfants, ça c'était le symbole d'une vie réussie. Pour moi en revanche, c'est une vie complètement différente. Aller à l'école, se découvrir soi-même, trouver un emploi qui vous rapporte un salaire décent, ce genre de choses. Et trouver comment vous améliorer en tant que personne. Le mariage ne fait pas partie du plan. La psychologue Cinco Bill Elevia voit davantage d'indifférence envers le mariage. Je vois beaucoup de Brad Pitt et d'Angelina Jolie. En fait, nous préférons simplement vivre ensemble, fonder une famille si nous le voulons. Si nous ne le voulons pas, c'est bien aussi. Le site web de comparaison des prix Pricenomic a analysé les données mondiales sur le mariage et trouvé une corrélation claire. Plus le revenu du pays est élevé, plus tardive est la décision de se marier. La sœur cadette d'Amukoma, Chipo, une économiste qui n'est pas non plus mariée, dit avoir vu des données similaires en Afrique australe. En tant qu'économiste, les statistiques pour les femmes mariées, c'est que votre santé baisse, votre salaire baisse, le stress augmente, votre malheur augmente. De façon empirique, il ne semble pas y avoir beaucoup de cas, car les femmes célibataires sont statistiquement plus heureuses et plus riches. Il faudrait que ça soit un très bon mariage. La créatrice de contenu engagée Anwari, qui prévoit de garder son nom de famille, dit que pour bon nombre de ses pairs, le but, ce n'est plus le mariage, c'est le bonheur. Voilà qui est dit. Fin de ce journal. Merci d'avoir suivi.